Laisser partir quelqu'un n'est pas quelque chose de facile. Ni le laisser partir, c'est-à-dire accepter que cette relation s'arrête, et encore moins le fait d'accepter que l'autre parte. Mais parfois, c'est nécessaire et on va en parler juste après le jingle. Le grand amour ne devrait jamais s'arrêter. Je récupère mon ex.com. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Quelles sont mes chances de récupérer mon ex qui est juste ici. Et si votre cas est spécifique, contactez mon équipe. Alors, pourquoi est-ce qu'il est si difficile de laisser partir l'autre? Il y a plusieurs raisons qui expliquent ceci. La première, c'est que parfois, une personne peut être bien à 99%. Tout se passe bien. On a des goûts en commun, on a des amis en commun, on a construit des choses, on a même nos petites habitudes du quotidien qu'on adore. Mais il y a une chose restante qui est rédhibitoire. Ça peut être, je donne quelques exemples qui ne sont pas exhaustifs, ça peut être par exemple des disputes qui sont trop régulières. Ça peut être aussi parfois de la violence. Ça peut être aussi une addiction. Ça peut même être quelque chose qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus discret, comme par exemple une lassitude. On est bien ensemble sur le papier, c'est vrai qu'il y a tout pour que ça se passe bien, mais vous n'avez pas l'excitation de début. Ça ne se passe pas aussi bien que prévu. Vous n'avez plus autant d'amour que ça au final. Et vous savez, quand on fait la chose, quand on pèse le pour et le contre dans une balance, oui, c'est vrai que à 99%, cette personne est bien, mais il peut y avoir cette toute petite chose, ce 1% qui fait que, au fond de vous, vous savez très bien que c'est pas possible, que ça ne fonctionnera pas, que ce soit vous qui avez décidé de partir ou que ce soit l'autre qui a envie de partir. Il faut savoir que on a 3 grandes zones dans le cerveau et celle qui va de l'avant du cerveau jusqu'à l'arrière, qui est plutôt au-dessus, c'est le cerveau qui est le plus récent, qui s'appelle le néocortex. Et cette partie du cerveau va venir faire des choix qui sont raisonnés, des choix de logique. Et typiquement, dans cette balance où on va peser le pour et le contre, c'est le néocortex qui va venir fonctionner. Il va se dire par exemple des choses comme est-ce que je vais trouver mieux? Parce que si je réfléchis bien, il y a 99% des choses qui se passent bien avec cette personne. Oui, certes, il y a 1% qui est compliqué, qui est dur, qui peut-être même me pourrit la vie. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que je vais trouver quelqu'un qui sera aussi bien que ça, ou mieux que ça à 100%? Mais là, attention, ce qu'on veut au final, c'est pas quelqu'un qui nous ressemble à 100%. Ce qu'on veut, c'est juste une personne qui n'ait pas ce défaut, ce problème qui fait que le couple aujourd'hui, même si c'est parfait en absolu, sur l'absolu papier, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Après ça, on peut se dire aussi, dans cette nouvelle partie du cerveau, c'est des choses comme est-ce que finalement, je ne demande pas un peu trop? Est-ce que je ne suis pas un enfant gâté ou une petite fille gâtée qui veut toujours mieux? Peut-être, c'est possible. Sauf qu'aujourd'hui, vous voyez bien que si vous regardez ce genre de vidéo, c'est qu'il y a eu un problème quelque part dans l'équation. C'est pas juste 1% comme les autres. C'est pas juste que oui, on aime tous les deux boire du café le matin, qui est peut-être un autre pourcent de l'équation. Non, là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus important. On se pose aussi des questions comme finalement, est-ce que l'autre peut changer? Parce que si ça se trouve, cette petite chose qui ne va pas aujourd'hui, il suffirait juste que l'autre modifie son comportement, soit un peu moins violent verbalement, se comporte un peu différemment à la maison, ou voit un peu moins ses ex, ou me rende moins jaloux, ou soit moins alcoolique. Est-ce qu'il peut changer ou pas? Donc c'est une balance qui peut mettre des mois ou des années dans lesquelles on va mettre du plus et du moins. Certains jours on sera sûr que oui, il faudrait plutôt partir. D'autres on se dit non, finalement je suis bien. Quand je vois mes amis qui sont célibataires, qui sont pas heureux, je suis pas si mal que ça. Et là on se contente de quelque chose. Au final, c'est pas terrible, mais c'est pas si mal que ça. Est-ce qu'on peut être heureux dans du pas si mal? Je vous laisse décider, il n'y a pas de réponse absolue par rapport à ça. Et puis, on a un autre cerveau qui s'appelle le cerveau limbique, qui, lui, est un peu juste en dessous, globalement, je vous montrerai ça sur une photo, qui va faire le choix des émotions. Les émotions sont stockées dedans, c'est ce qui fait que parfois vous rougissez, parfois votre cœur bat un peu plus vite, parfois vous êtes stressé, parfois vous avez peur, et celui-ci, il va faire le choix de l'amour. Peut-être que ce fameux pourcent, cette chose qui ne marche pas, peut-être qu'il y a juste plus d'amour là-dedans, et que vous n'avez plus ces émotions. Oui, l'autre est parfait, ça se passe bien au quotidien, c'est un homme qui est bien, c'est une femme qui est bien, mais il n'y a plus le truc aujourd'hui. Et il faudrait se rappeler là-dedans que ce n'est pas votre rôle de changer l'autre. Vous pouvez lui suggérer une amélioration. C'est humain, c'est même une bonne chose dans un couple. Que l'autre te suggère des choses à modifier dans ton comportement et que toi, tu ailles en suggérer à l'autre. Mais une fois que tu l'as suggéré une fois, ou deux, ou trois, il faut s'arrêter là. Peut-être même qu'une fois, c'était déjà assez. C'est à l'autre de faire le travail. Et s'il n'a pas fait ce travail,
ça signifiera que probablement il ne le fera jamais. Parce que c'est juste la partie visible de l'iceberg. Il y a beaucoup plus de problèmes que ça. Il n'est pas juste violent verbalement. Il y a d'autres choses. Il y a son enfance qui était compliquée. Il y a des choses qu'il a souffert, qu'il a vécues. Il ne peut pas juste changer. Il ne suffit pas de dire à quelqu'un arrête d'être violent pour qu'il arrête d'être violent. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Comme quelqu'un qui sera anorexique, il ne faut pas juste lui dire vas-y mange, on le comprend bien. Ou une personne qui aurait des addictions, on ne peut pas lui dire bah, juste arrête de boire. Ça ne marche pas comme ça. Parce qu'il y a un passif qui est beaucoup plus compliqué. On pense que c'est simple de changer et parfois c'est beaucoup plus dur. Et sache que aussi, tu as toi ta responsabilité qui est d'être bien avec toi-même, d'évoluer, de progresser, de rendre l'autre heureux autant que tu peux. Mais après ça, si l'autre est déconnant, ce n'est pas de ta responsabilité. Si l'autre va voir ailleurs, si l'autre décide qu'il ne veut plus être dans ce couple aujourd'hui, ce n'est pas de ta responsabilité. C'est lui qui fait parfois des mauvais choix, bien évidemment. Sache aussi une chose, c'est que tu es déjà parti toi-même de couple où ça ne fonctionnait pas, où sur le papier tout était beau, tout était rose, et tu as déjà quitté ces couples-là pour trouver quelqu'un de mieux par la suite. Peut-être la personne à laquelle tu penses aujourd'hui. Tu es parti et tu as trouvé cette personne qui était mieux. Alors pourquoi est-ce que si à l'époque tu es parti, tu as trouvé quelqu'un de mieux, peut-être qu'aujourd'hui c'est fini, quelles sont tes chances qu'il y ait encore quelqu'un de mieux par la suite? Probablement beaucoup de chances que ça arrive. Une autre raison qui fait que c'est compliqué de voir l'autre partir ou de le laisser partir, c'est parce que ça te fait beaucoup de peine temporairement, ou alors ça lui fait beaucoup de peine. Parfois, on reste dans un couple en se disant, si je pars, l'autre va être trop triste, ou je vais être trop triste. Ou peut-être que si l'autre est parti aujourd'hui, tu te dis, j'ai énormément de peine, donc ça signifie, le cerveau, parfois il est assez primaire, donc ça signifie que si j'ai cette peine aujourd'hui, je dois faire revenir l'autre pour ne plus avoir cette peine. Mais est-ce qu'il est bien de garder quelqu'un captif juste pour une peine qui est peut-être temporaire? Statistiquement, au bout de 2-3 mois, la charge mentale, le stress s'allège et on est heureux. Après ça, on retrouve sa vie. Donc, est-ce que garder quelqu'un captif et l'empêcher d'être plus heureux ailleurs, c'est une bonne chose ou pas? Idem pour vous. Oui, c'est dur, bien évidemment, mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux parfois être triste 2-3 mois, puis rencontrer le vrai amour derrière, se laisser la possibilité de rencontrer la bonne personne par la suite? Ça, forcément, c'est ça la bonne chose. Alors oui, c'est dur. Oui, parfois on est jaloux aussi. On se dit mince. Si ça se trouve, il a rencontré quelqu'un. Il me quitte pour quelqu'un, il ne me l'a même pas dit. Elle est partie parce qu'elle avait quelqu'un d'autre en vue. Et du coup, elle a voulu me faire de la peine en me quittant, en me masquant des choses. Oui, on peut devenir parano lorsqu'on est quitté, bien évidemment. Et on en arrive aussi parfois à penser que ça aurait été possible et que ça se jouait à un rien. Je dois aller convaincre l'autre qu'on est bien ensemble. Oh, stop, qu'est-ce que c'est cette phrase? Non. C'est l'autre qui doit être convaincu qu'il est bien avec vous. C'est pas à vous de le convaincre que ça se joue en rien. Si l'autre est parti, c'est qu'il y avait une grosse raison. Encore une fois, on parle de la partie visible de l'iceberg qui est toute petite. Derrière, il y a beaucoup plus de choses qui se trament. Parfois, on a aussi du mal à laisser partir l'autre pour des raisons qui sont liées à du confort. Comme par exemple l'argent. Oui, un divorce, ça coûte cher. Comme la maison qu'on avait ensemble. Comme les enfants, comme nos amis, comme la famille. Comme toutes ces choses qui faisaient que, ok, c'était pas l'amour fou. Il y avait des problèmes. Mais la situation était quand même plutôt confortable. Comme ces vieilles savates que vous mettez peut-être le soir, ce vieux pyjama, je ne sais pas ce que vous portez la nuit, qui fait que oui, parfois c'est un peu pourri, mais ça reste assez confortable. Oui, bien sûr. Mais le confort, à mon avis, vous pouvez le retrouver, soit seul, soit avec quelqu'un d'autre. On a aussi quelque chose qui fait qu'on a du mal à laisser partir l'autre, qui s'appelle la projection idéalisée. Typiquement, tout serait possible si l'autre se comportait un petit peu différemment. Donc je dois lui expliquer qu'il doit revenir, ce qui implique de manière intrinsèque que je me prends pour un demi-dieu qui doit expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire, cette personne doit rester avec moi, cette personne doit aller là-bas, etc. Et si en plus il doit revenir avec moi, il faut qu'il change juste 2-3 choses et ça se passera bien. Mais là, dans ce cas-là, on a un souci d'ego. C'est qu'on se pense vraiment supérieur à l'autre, on se pense supérieur aux lois de la nature et on pense avoir la vérité absolue. Je dois tout lui expliquer. J'entends ça souvent en coaching. Si seulement j'avais une demi-heure pour le convaincre, pour lui expliquer qu'il s'était trompé sur le diagnostic de notre relation. Il y a aussi, dans nos projections idéalisées, il y a l'inverse, des projections négatives. Il m'a quitté, donc je vaux beaucoup moins que lui. Ou je vaux beaucoup moins qu'elle. Alors, ce qui est marrant, c'est que 2 semaines avant la rupture, vous vous en foutiez de la valeur de l'un et de l'autre et vous saviez que le quotidien était pénible, que c'était compliqué et vous n'avez pas fait beaucoup d'efforts. Je dis ça sans juger, parfois oui, parfois non. En réalité, souvent non. On ne fait pas beaucoup d'efforts. Et le jour où la rupture est arrivée, tout a changé en une seconde.
je vaux moins que l'autre. Je dois me rattraper, je dois faire des efforts. Tout ce que j'ai pas fait pendant ces 2 dernières années, je vais les faire juste maintenant. L'autre voulait qu'on se marie, allez, je vais l'appeler. C'est bon, je suis OK pour le mariage. Tu réalises qu'on s'est quitté avant-hier ou pas? Et maintenant tu veux m'épouser, ça n'a pas de sens. Je ne voulais pas d'enfant, mais tout d'un coup je réalise que, allez, oui, ça y est, je vais me changer à fond. L'autre en voulait, ben j'ai compris, je reviens et je te donne l'enfant. Ce qui signifie que on n'est tellement pas prêt à prendre cette peine en nous qu'on est capable à des dérives extraordinaires, jusqu'à proposer de faire un enfant ensemble. Imaginez que votre enfant le découvre un jour. Bah écoute, c'est très simple, comment est-ce que tu es né? Papa a quitté maman, et maman, au bout de 2 semaines, a dit c'est bon, finalement, on va faire un gamin. Là, l'enfant va dire, c'est pas forcément très bonne histoire pour m'avoir mis au monde, à mon avis. Il y a aussi un dicton que vous connaissez probablement qui dit on réalise ce qu'on avait au moment où on le perd. Et c'est vrai, en réalité. Tu perds quelque chose, tu perds ta voiture, tu perds ton conjoint, ta conjointe, tu perds ton job, tu dis, ah, c'était quand même sacrément confortable d'être dedans. Mais souvent, c'est mal interprété, parce que ça signifierait que pendant toute la relation, on n'a pas vu le trésor qu'on avait en face de nous, mais le jour où l'autre part, on se rend compte que c'était génial, ce qui serait atroce. Si cette phrase était vraie dans le sens où on l'interprète généralement, ce serait affreux. Ça voudrait dire, je ne suis pas capable de profiter de ce que j'ai parce que je ne suis pas intelligent quand je l'ai, mais quand je perds cette chose, là je deviens intelligent. Alors qu'en réalité, c'est probablement l'inverse. Pendant la relation, je suis suffisamment intelligent pour faire tout ce que je peux, avec mon âme et ma conscience, pour arranger des choses. Je donne du temps, de l'argent, de l'énergie. Je me bats pour que ça fonctionne. Peut-être qu'à la fin, j'ai abandonné. Mais c'est lorsque l'autre part que je deviens bête, que je suis prêt à proposer n'importe quoi. Donc oui, c'est sûr, notre cerveau nous fait croire qu'au moment où on perd l'autre, on devient fou amoureux. Il y a des gens qui me disent parfois en coaching, c'est des histoires qui sont beaucoup plus fréquentes que ce que vous pensez. Des gens qui me disent, voilà, c'est vrai que ça se passait mal, je m'en foutais un peu de ma copine ou de mon mari, je m'en foutais. Et là, elle est partie, je sais que c'est elle, ça y est, j'ai compris sa valeur maintenant. Je vais tout faire pour la récupérer. Et vous savez ce qui se passe, de manière très classique. Ils se remettent ensemble. Il lui fait toutes les promesses du monde, elle lui fait toutes les promesses du monde, dit que ça va changer, ils se remettent ensemble. 1 semaine après, ce même homme qui m'a appelé la quitte à nouveau. Il dit, je sais pas ce qui m'a pris, j'étais fou. Non, je pensais que je voulais récupérer, mais en fait, on s'est mis ensemble, j'ai découvert qu'en fait, non, j'en avais rien à faire. C'est juste que temporairement, suite à la rupture, comme une espèce de mirage, je l'ai trouvé magnifique, j'ai trouvé beau, je trouvé belle, et c'est ça qui a fait que j'ai voulu récupérer, mais une fois qu'elle est revenue, je n'en avais plus rien à faire. Donc on voit bien que le cerveau idéalise l'autre. On comprend bien que lorsqu'on perd quelque chose, il y a des mécanismes complexes dans notre cerveau qui se mettent en place pour nous faire penser qu'on vaut moins, qu'il faut se battre, qu'il faut tout donner, que la douleur est insupportable et qu'elle ne partira pas, et que c'est forcément cette personne qui va nous ramener à la raison et qui fera qu'on pourra retrouver le bonheur. Alors qu'en réalité, si on est un peu plus lucide, si on prend un peu de temps, si on s'écarte un peu de tout ça, on peut se dire la chose suivante. Si on s'aime vraiment, si cette relation est aussi costaud que ce qu'on pense, si j'aime autant cette personne que ce que je pense, si l'autre m'aime autant, eh ben laissons-nous un mois tranquillement, chacun dans notre coin pour réfléchir. Si on est vraiment fait des âmes sœurs, fait pour être ensemble toute notre vie, on n'est pas à 1 mois près, on n'est peut-être même pas à 3 mois près, si on est fait pour être ensemble. Tu penses que d'un coup, dans la rue, va arriver un inconnu, ils vont se marier comme dans les films américains? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Si on est vraiment fait pour être ensemble, on n'est pas à 1 mois près. Donc dans ce cas-là, marque dans ton agenda un rappel, dans 1 mois ou dans 2 mois, rappelez mon ex, pour voir ce qui se passe. Et là, on fera un point qui sera lucide, pas un point qui est à chaud, juste après les disputes, juste dans les traumatismes, dans la peur des premiers instants de la rupture amoureuse. Faisons un point à froid, lorsque tout ça s'est retombé. Quand on a fait chacun dans notre coin, notre introspection pour savoir ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. L'erreur numéro 1 d'une reconquête, c'est d'être trop dans l'urgence, d'aller trop vite, bien évidemment. Parfois aussi, dans nos projections, il y a des choses qui sont étranges qui se passent. Comme par exemple, on va se dire, avec lui au moins, je connais ses défauts. Alors que si ça se trouve, j'ai rencontré d'autres mecs et leurs défauts seront encore pires que tout ça. On en revient au vieux pyjama, aux vieilles savates. C'est vrai que c'est pourri, mais au moins je suis bien dedans. Mais est-ce qu'on peut se contenter de ça? Il n'y a pas de bonne réponse. Je vais juste réfléchir. Est-ce qu'on peut se contenter de c'est pas terrible, mais au moins je connais ses défauts. Et puis il y a aussi une chose qui font qu'on a du mal à laisser partir l'autre, c'est des bons prétextes qu'on va s'inventer ou des prétextes qui de manière sociale sont acceptables. Comme typiquement, c'est vrai, t'as dû remarquer avec ma copine, c'est l'enfer.
Mais les relations intimes sont géniales. Et là, tous tes copains vont faire ah ouais, génial. Dans ce cas-là, on comprend, elle est folle, mais au lit, c'est génial, bravo, mec. Mais on sait bien que c'est faux souvent. Non seulement cette personne va vivre un enfer, et en plus, les relations intimes sont pas si dingues que ça. C'est même plutôt tordu en général. Mais c'est accepté dans la société. Donc c'est un prétexte qui est acceptable. Ou alors on va entendre des choses, l'autre te quitte et ce sera flou, il va pas te donner les vraies raisons. C'est pas toi, c'est moi, je sais pas où j'en suis, j'ai besoin de réaliser des choses, j'ai besoin de comprendre où j'en suis aujourd'hui. Ou alors je ne peux pas m'engager en ce moment. Parfois ce sont des vraies excuses, parfois ce sont des fausses excuses. Mais dans tous les cas, qu'importe que ce soit vrai ou faux. Est-ce qu'il est capable de te dire la réalité ou pas? Qu'importe s'il est capable, tant mieux, on peut avancer. S'il n'est pas capable, dans tous les cas, fais un pas en arrière. Toi, fais un pas en arrière et lui aussi. Et le jour où il aura sa réponse, le jour où il aura envie de partager, parce que c'est comme ça qu'un couple avance, en progressant, en partageant, dans ce cas-là, vous pourrez en parler ensemble et vraiment avancer. Mais si c'est, écoute, je te quitte, c'est pas toi, c'est moi, je le sens pas en ce moment. Qu'est-ce que tu évolues là-dedans? Comment est-ce que tu répares ce couple? Comment tu fais que ça va de l'avant? Tu ne peux pas. Donc, vraie excuse ou fausse excuse, on fait chacun un pas en arrière. Ah, ok, vas-y. Tu n'as juste plus envie d'être ici. Je ne te garde pas captif. Tu n'es pas en prison. Tu es libre. Et si tu as envie de revenir un jour, reviens, on en parle. Et puis, il y a aussi quelque chose d'autre qui est dur au moment de laisser partir l'autre. C'est la jalousie. Et là, on se dit, si ça se trouve, je laisse partir l'autre, mais il va se mettre sur Tinder, dans 3 jours, il y a quelqu'un d'autre. Donc, en gros, j'aurais perdu quelqu'un que j'aime plutôt bien, et il sera vite avec quelqu'un. Ou peut-être même que tu es jaloux ou jalouse aujourd'hui de quelqu'un d'autre et tu te dis, si ça se trouve, ils vont se mettre ensemble bientôt. Je vais te raconter une toute petite histoire. Une cliente m'a dit il y a quelques temps de ça, c'est difficile pour moi aujourd'hui parce qu'on a un enfant ensemble et mon ex a présenté notre enfant à sa nouvelle compagne. Et l'enfant, qui est toute petite, m'a tout raconté, qu'ils s'embrassaient, qu'ils étaient super heureux, etc. Et ça a été dur, et bien sûr, c'est toujours dur de voir l'autre avec quelqu'un d'autre, bien évidemment, que ce soit par le biais d'un enfant, que ce soit le fait de le voir, par exemple, sur les réseaux sociaux. Mais je lui ai posé la question suivante et ça leur donnait le sourire, en un instant. Je lui ai dit, est-ce que ton ex est capable de changer? Vous vous êtes séparés parce qu'il travaillait trop, au bout de quelques années, mais dans sa relation d'avant, ils se sont aussi séparés parce qu'il travaillait trop, parce qu'il ne s'occupait pas assez des enfants. Dans la relation d'avant, ils se sont aussi séparés parce qu'il travaillait trop, obsédé par l'argent, la réussite sociale, etc. Et là, il rencontre quelqu'un d'autre. Et tu me dis, ça me fait de la peine parce que ma fille les voit heureux, moi je suis toujours célibataire aujourd'hui, lui il a une nouvelle meuf, et c'est compliqué d'accepter ça qu'il soit aussi heureux. Mais est-ce qu'il a changé? Et si on faisait le point dans un an? Est-ce que dans un an, ils seront toujours ensemble? Ou est-ce qu'il sera toujours focus sur son boulot à 100%, à oublier sa femme, à oublier ses enfants, à oublier sa vie, à oublier sa santé? Est-ce qu'il est capable de changer aujourd'hui? Ou est-ce que dans un an, ce ne sera pas encore une fois une rupture amoureuse pour lui? Et je lui dis ce que tu souhaites finalement là-dedans. C'est pas une compétition, que ton ego ait pris un coup aujourd'hui. Ce que tu souhaites finalement, c'est que cet homme change un jour, qu'il arrive à changer. Et que du coup, l'enfant que vous avez en commun ensemble soit heureux aussi de voir son papa épanoui. Heureux que le papa passe du temps avec votre enfant. Que le papa soit aussi heureux dans son couple. Et que ça casse pas encore une fois. C'est ça que tu voudrais. Donc en fait, j'ai envie de te dire qu'il ait présenté ça à ton enfant. Bien ou pas bien, qu'importe. Mais surtout, est-ce qu'il rendra ton enfant heureux lorsqu'il sera avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il sera heureux lui-même? Est-ce qu'il est capable de changer? Parce qu'on en arrive à quelque chose qui est encore plus important que tout ça, c'est il faut trouver des personnes qui sont capables d'évoluer. Si tu es dans un couple avec une personne qui se remet jamais en question, qui est par exemple toujours focus sur son travail, sur sa passion, sur le foot, sur son téléphone, personne qui arrive jamais à se remettre en question, qui ne s'excuse jamais. Quand tu lui parles, il te fait ouais ouais, c'est ça. Quand tu lui parles à elle, mais finalement, elle répète ou il répète toujours les mêmes schémas. Ça avancera pas. Si tu veux être heureux un jour dans un couple, c'est pas simplement le fait de changer de personne en se disant la prochaine personne va me sauver. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut évoluer, il faut que tu commences par te sauver toi-même pour ensuite avoir une chance d'être heureux en couple avec quelqu'un. Donc oui, travaille, fais ton travail de ton côté, travaille sur ce qui doit être, travailler, avancer, progresser, fais-le. Et trouve-toi une personne qui a aussi cette capacité à se remettre en question, à travailler et à avancer. Ne sois pas comme 90% des couples qui sont ensemble par défaut, je pourrais dire, qui sont ensemble juste parce que ils ont peur d'aller voir ailleurs. Ils ont peur de finalement voir la vérité. On n'est pas heureux depuis 15 ans, mais bon, on a une maison, on a des enfants.
On reste ensemble pour les enfants. Ça aussi, c'est une excuse qui est acceptable. On reste ensemble pour les enfants. Je pense pas que tes enfants seraient plus heureux de voir leur papa heureux et leur maman heureuse dans un autre couple. Probablement que si. La plupart des gens qui ont des relations toxiques sont aussi des personnes qui ont une enfance toxique avec des parents qui n'étaient pas heureux. Donc là, on parle d'héritage transgénérationnel. Est-ce que tes parents n'étaient pas heureux et du coup ne t'ont pas rendu heureux, du coup tu cherches des gens qui ne te rendent pas heureux, etc. Et tu vas transmettre ça à tes enfants et à leurs petits-enfants. Et finalement, si tu ne fais pas ce choix de partir ou de laisser cette personne toxique partir, tu risques une chose là-dedans. C'est de transmettre à tes enfants tes mauvaises valeurs. Papa et maman ne sont pas heureux. Oui, mais allez, on n'est pas si mal finalement, on n'est pas heureux, mais ça pourrait être pire, je pourrais me faire battre par mon mari. Donc déjà, je m'estime heureuse de ne pas être battue. Mais qu'est-ce que l'enfant va penser de ça, de voir deux parents qui sont malheureux? Donc aujourd'hui, tu as le choix d'être comme 90% des couples qui sont pas top dans leur couple, ça se passe pas très bien, qui justifient ceci par des excuses acceptables ou par leur peur, qui vont taire ce qui se passe par peur. Peur de perdre le petit confort qu'ils ont aujourd'hui. Ou alors tu te dis, faire partie de ces 10% de couples qui sont heureux. Je vais être en couple avec une personne qui sait progresser. Peut-être même que sur les sites de rencontres, dans les premières questions sur Tinder, tu as des questions comme qu'est-ce que tu fais comme métier, depuis combien de temps tu es séparé, combien tu gagnes, combien tu pèses, quels sont tes cheveux. C'est ça les questions globalement, si tu as été dessus il n'y a pas très longtemps. Mais l'autre question, ce serait qu'est-ce que tu bouquines comme livre? Est-ce que tu t'intéresses un peu au développement personnel? Est-ce que tu t'intéresses à la psychologie? Comment tu te comportes dans tel type de situation qu'un dispute? Pourquoi vous êtes séparé avec ton ex et avec celle d'avant? Juste pour comprendre à peu près le schéma récurrent. Est-ce que tu as affaire à une personne qui progresse, qui est sur une pente, ou une personne qui reproduit les mêmes choses dans chacun des couples? Une personne qui n'est pas câblée pour changer ne changera jamais. Donc, choisis un partenaire ou une partenaire qui est capable de changer, de comprendre, d'écouter, qui a aussi un peu d'intelligence émotionnelle, qui est capable de parler de ce qu'il ressent. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. J'ai hâte de lire vos commentaires, on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.